Bienvenue dans Pharma Minds, je suis Nathalie Laït, l'hôte de ce podcast, et je vous amène au plus près des personnalités qui font la pharma. Mon objectif, c'est de comprendre comment elles ont évolué dans ce secteur, ce qui les a amenées à progresser et à se battre pour construire une société en meilleure santé. Éthique, développement personnel, ambition, à travers leurs conseils, je veux vous donner des clés pour imaginer ensemble la pharma de demain. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir un invité incroyable. Nicolas Bruno, c'est un psychiatre de formation qui a fait une transition impressionnante vers l'industrie. Depuis presque 10 ans, Nicolas a occupé différents postes de direction médicale en France, en Europe, et à présent au niveau global, chez Novartis en tant que directeur médical d'un programme de développement clinique en neurosciences. Nicolas, c'est un plaisir de te retrouver ici. Merci d'être là. Merci Nathalie, c'est moi qui suis ravi de t'accueillir chez nous. Nous sommes ici donc sur le campus de Novartis à Bâle. Donc c'est un lieu qui est assez extraordinaire, qui a été conçu par des architectes de renom comme Franck Gehry, Herzog et de Meuron. C'est un lieu qui est propice à la réflexion, à l'ouverture, à la créativité. Qu'est-ce qui t'inspire dans ces lieux ? Alors effectivement, tu as tout à fait raison de noter l'esthétisme du campus. C'est ce qui marque quand on arrive sur le campus Novartis, qui a d'ailleurs son propre nom d'arrêt de tram, il faut le dire. C'est un lieu qui d'abord se situe à Bâle, qui est quand même en Suisse un des centres vraiment stratégiques en termes de chimie, mais aussi d'industrie pharmaceutique. On n'est pas les seuls à être à Bâle historiquement. Et puis effectivement, c'est un lieu qui est, et tu l'auras constaté, extrêmement convivial, voilà, qui se vit comme une petite ville dans laquelle les gens circulent. Et c'est une petite ville qui est posée dans une ville elle-même très calme, au bord d'un fleuve. Donc, si tu tournes la tête, tu verras ce fleuve. Et je crois que celui-ci nous apporte beaucoup de sérénité. Nicolas, en préparant cet entretien, j'ai lu quelque chose que tu as dit 1 an après être arrivé en industrie. Tu as dit de toujours garder en tête de ce que l'on fait de son métier, ce que l'on souhaite en construire. Si c'est toujours vrai, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette phrase, ce qu'elle signifie pour toi ? Oui, alors merci d'avoir déterré mes premières citations. J'avoue qu'elle me ressemble bien, cette phrase. Effectivement, quand j'ai opéré ma transition entre la pratique clinique à l'hôpital et l'industrie, je me suis posé beaucoup de questions sur le sens qu'avait cette transition et quels étaient les métiers que j'allais y trouver. Et évidemment, c'était important pour pouvoir prendre ce pari-là. Mais aussi très vite, je me suis rattaché à ce à quoi je crois profondément. C'est-à-dire que oui, il y a des métiers définis dans l'industrie, mais ils doivent aussi nous ressembler. C'est-à-dire qu'on a la capacité, nous-mêmes, de définir un petit peu ce qu'on va faire au sein de ces métiers-là. Alors non seulement techniquement, quelle vision on veut apporter, où est-ce qu'on veut amener notre compagnie de façon générale, les équipes qu'on accompagne, mais aussi en tant que personne. Comment on se comporte et comment on construit ce rôle, comment on construit son leadership. Et je crois que ça voulait dire ça, et c'est pour le coup toujours d'actualité. Donc super clair, tu as fait cette transition intéressante donc, pour passer de la médecine hospitalière à l'industrie pharma. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire ce qui t'a poussé à faire ce choix ? Écoute, je crois qu'en 2013, quand je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique, comme toutes les histoires d'amour, mon histoire d'amour avec l'hôpital commençait à sentir la fin. Et qu'à ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions sur ce que j'avais envie de faire. Il y avait pour moi quelques évidences. Évidemment, c'était de rester dans le champ de la santé. Ça, c'était effectivement non négociable. Il y avait une évidence aussi qui était celle du collectif. C'est-à-dire qu'il eût été simple pour moi d'ouvrir un cabinet n'importe où. Mais j'avais besoin de cette aventure collective. Voilà, moi, j'ai besoin de travailler avec les gens. Et puis, il y avait dans un coin de ma tête aussi quelque chose autour de la réputation de cette industrie pharmaceutique, de ce qu'on en dit, versus comment nous, en tant que cliniciens, on l'utilise dans notre quotidien pour les patients. Et je ne l'ai pas fait pour ça, mais en tout cas, je crois que travailler dans l'industrie pharmaceutique, pour moi, ça a du sens. Et j'ai toujours dit à certains détracteurs, particulièrement dans notre spécialité, la psychiatrie, allez-y, si vous voulez soigner sans les médicaments, bon courage. Il y a quelque chose que tu cherchais en particulier ? Est-ce que c'était le côté... je sais pas, faire avancer la science, avoir un impact, Oui, je crois qu'on peut pas vouloir travailler dans l'industrie pharmaceutique si on veut pas participer au renouvellement des choses. C'est-à-dire que on parle beaucoup d'innovation,
dans notre domaine. Alors, c'est un mot un peu galvaudé parce qu'on l'utilise partout. Mais pour le coup, dans l'industrie pharmaceutique, ça se mesure, ça s'expérimente. Enfin, on peut le regarder, hein. Il y a plein d'aires thérapeutiques qui ont été bouleversées par des innovations thérapeutiques, justement, complètement. Et je crois que faire partie de cette aventure-là et se dire que on va essayer de faire le mieux pour les patients, c'est aussi parfois un discours un peu attendu. Mais moi, et mes équipiers pourraient te le dire, c'est un vrai cap. J'en parle tout le temps en disant il faut savoir qui on est, mais il faut garder la seule boussole qu'on garde dans notre tête, c'est faire le mieux pour les patients. Quand on écrit, qui est mon cas aujourd'hui, des protocoles de développement clinique, ou quand on lance une nouvelle molécule pour pouvoir parler de son bon usage, on garde ce cap-là, faire le mieux pour les patients, comme si c'était nous ou notre famille qui allions en bénéficier. Est-ce que y a des choses qui t'ont surprise de manière positive ou de manière plus négative quand tu es arrivé dans l'industrie? Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes qui étaient complètement méconnues ou que tu n'imaginais même pas que ça existait? Comment ça s'est passé, en fait, cette phase, c'est peut-être un peu loin maintenant pour toi, mais phase d'étonnement? C'était une phase d'étonnement très positive. Je pense que c'est aussi ce qui a fait que j'ai décidé de continuer. Très positif parce que j'ai trouvé un environnement extrêmement régulé. Alors, quand on le vit de l'intérieur, c'est pas forcément très positif parce qu'effectivement, c'est des contraintes au quotidien qui sont parfois lourdes, hein. Et quand je dis régulé, c'est qu'on a des process de vérification, évidemment, pour la qualité, mais aussi depuis un certain temps pour des aspects de compliance, de la façon dont on interagit avec les médecins, probablement pour le mieux. En tout cas, pour être sûr que notre cœur de mission, c'est de développer et d'amener sur le marché des innovations thérapeutiques. Donc ça a été vraiment une découverte, hein, c'est-à-dire le niveau de régulation, qui est, je pense, un des niveaux de régulation les plus extrêmes dans notre monde. Et puis finalement, un étonnement, je sais pas si c'était un étonnement vraiment positif, mais en tout cas un réconfort que j'ai trouvé, c'est-à-dire de trouver dans ces industries des gens qui, effectivement, savaient que nous ne sommes pas des organismes de charité, mais qui avaient cette boussole-là, cette boussole du patient, faire le meilleur. Et donc ça m'a conforté sur cette mission, on va dire, très noble du métier, tout en sachant exactement qui on est. Voilà, c'était des étonnements très positifs. Tu parlais de l'impact, en fait, que peut avoir l'innovation, qu'il y a des domaines entiers thérapeutiques qui peuvent être transformés grâce à des médicaments. Maintenant, aujourd'hui, tu t'occupes d'un programme de développement clinique en neurosciences. Donc, tu es revenu vers ta spécialité de cœur. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu des enjeux de ton poste actuel, avec des exemples concrets? Oui. Alors aujourd'hui, effectivement, sur le développement clinique, on a des enjeux qui sont majeurs, hein. La démonstration de la valeur des innovations thérapeutiques qu'on a développées jusque-là. Alors aujourd'hui, moi, je travaille sur un programme qui est actuellement en phase 2. On a donc du coup des enjeux, hein, effectivement, d'exécution des essais dans les meilleures conditions possibles. Les phases 2 sont toujours des moments un peu charnières parce que c'est là où on va pouvoir récolter l'intégralité du profil de tolérance pour bien conduire les phases 3 qui vont, elles, être menées sur des populations plus larges. Donc, il y a un niveau de vigilance qui est extrême sur ces phases-là. On va évidemment démontrer la valeur en termes d'efficacité. Et puis, on va aussi renseigner beaucoup la façon dont on doit développer par la suite. Quel va être le meilleur moyen de construire nos phases 3 ? Ces phases 3-là, évidemment, elles servent à l'enregistrement, mais elles servent aussi à l'utilisation, parce que c'est en fonction de la fréquence d'administration, des doses qu'on va tester en phase 3, c'est ce qui va guider finalement les indications. Et donc la façon dont les autorités disent aux praticiens « vous devez utiliser ce médicament de telle et telle façon ». Donc on a une responsabilité qui est importante face à parfois certaines inconnues. Donc heureusement, on travaille de façon collective, et je reviens à mon idée initiale. On n'est jamais tout seul, donc ça c'est hyper important. Mais on se rend compte que chaque mot que je vais changer dans un protocole va avoir des répercussions sur mes collègues, va avoir des répercussions sur la faisabilité du protocole, va avoir des répercussions peut-être sur l'effet qu'on va pouvoir montrer sur notre capacité à recruter correctement. Et donc le travail de développement clinique, pour le coup, c'est un métier d'impact de chaque instant. Ok. Donc, tu parles des collaborations qui se font avec des établissements cliniques pour construire ces protocoles, pour en fait être capable de
trouver les cibles qui vont être les plus intéressantes. Comment ça se passe? Est-ce que tu voudrais nous parler en fait de cette phase d'innovation, de construction de partenariats très en amont? Et est-ce que c'est là aussi que ça se joue, ces idées ou ces intuitions qu'on peut avoir, qui vont ensuite être vérifiées par la science, par des datas? Oui, tu as tout à fait raison. Beaucoup de choses se jouent à ce moment-là. Quand on a un produit, qu'on a déjà des données animales, l'art des industriels, c'est évidemment d'aller consulter à l'extérieur pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce que nous, on imagine en tant qu'effet, il doit pouvoir être à minima anticipé ou confirmé, au moins d'un point de vue théorique, par des gens qui ont l'habitude de la clinique. Alors évidemment, il y a des médecins comme moi dans l'industrie et on a une certaine pratique de la clinique pour une partie d'entre nous, mais on n'aura jamais l'expérience des collaborations avec des médecins extérieurs à qui on fait appel. Donc ça, c'est extrêmement important de pouvoir un peu vérifier à l'épreuve du réel. Voilà, moi, c'est ce que j'aime dire. C'est OK, très bien, mais dans le vrai monde, quel est le besoin médical ? Qu'est-ce qui pourrait être acceptable en termes de formulation, en termes de mode d'administration ? Quelles sont les possibilités de développement ? Quelles indications pourraient bénéficier d'un mécanisme d'action qu'on connaît, voilà, X ou Y, aujourd'hui ? Et tout notre travail, c'est de ne pas réfléchir en silo, mais d'être capable d'envisager, même si c'est à des années de nous, d'envisager, voilà, dans 10 ans, cette molécule ou cette thérapeutique sera disponible pour les patients. Comment doit-elle être pour leur apporter le mieux en nuisant le moins? Notre fameux principe fondateur. Et donc, on a besoin d'avoir ces niveaux de discussion qui sont parfois très scientifiques, voilà, d'un point de vue moléculaire, génétique, mais aussi parfois très pragmatique sur le système de santé tel qu'il se construit, quel type de patient arrive chez quel docteur, et qu'est-ce qui est acceptable dans les modes de délivrance qu'on va pouvoir aujourd'hui nous accompagner. Ouais, avec la double complexité il faut se projeter 10 ans plus tard, oui. Là où quand le médicament va effectivement être autorisé par l'institution et mis sur le marché, et dans différents pays. Oui, ça c'est une vraie difficulté des rôles globaux, pour le coup. C'est qu'on doit naviguer avec des besoins et des insights qui sont contradictoires. Voilà, tout le temps. Et donc, l'art, ce n'est probablement pas de faire des choix sur qui on sacrifie au profit de qui, mais plutôt toujours de trouver où est-ce que va être le consensus le plus large pour répondre au maximum aux besoins pour le maximum de systèmes de santé. J'aime pas trop dire pays, parce que c'est surtout l'organisation des systèmes de santé qui nous contraint à ça. Et puis après, s'il y a des spécificités, eh bien, on développe des solutions qui soient plus spécifiques, on peut conduire, ça arrive dans beaucoup de laboratoires, des études de phase 3B par exemple, pour donner un complément de données dans des systèmes un peu particuliers. Et ça, c'est un vrai art, effectivement, arriver à rassembler des insights contradictoires, mais je pense que c'est la vie, hein, quoi qu'il en soit. Oui, avec dans cette industrie, c'est vrai que c'est le temps long, être capable de construire quelque chose pour quasiment une autre génération, quoi. Quasiment une autre génération. Ouais. Alors, on se projette toujours à 10 ans en se disant, aujourd'hui, on sait ça, mais peut-être que dans 10 ans, ce sera différent. Donc, on fait beaucoup de paris, en tout cas, en se disant, est-ce qu'on peut anticiper un peu les évolutions des systèmes de santé? Est-ce qu'on peut anticiper aussi quelle sera la place des nouvelles thérapeutiques? Quels sont les autres développements qui existent en parallèle? Et comment on va s'inscrire là-dedans? Pas tellement pour des raisons de compétitivité, mais plus pour des questions d'offres et de savoir qu'est-ce qui sera disponible pour les patients et comment on va arriver, nous, à apporter une valeur ajoutée à ce qui sera existant. Est-ce que tu peux nous parler concrètement des aires thérapeutiques sur quoi tu travailles, des orientations des protocoles que tu mènes? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager? Il y a des choses qu'on peut dire, évidemment, d'autres qui sont pour le coup un peu plus confidentiel, mais il y a une aire thérapeutique aujourd'hui chez Novartis qui est dédiée à la psychiatrie au sein de l'unité de neurosciences de façon plus large. Alors historiquement, Novartis, c'est un grand acteur de la psychiatrie qui a fait une pause, j'ai envie de dire, très longue, j'espère pour mieux revenir. Mais oui, effectivement, il y a un portefeuille de psychiatrie dans plusieurs indications en psychiatrie, pour l'instant très préliminaire,
mais qui pourrait être aussi là un champ de bouleversement, puisque la psychiatrie, elle se limite quand même beaucoup à la chimie sèche et à quelques médicaments injectables jusque-là, plus d'autres alternatives non médicamenteuses, et que voilà, elle pourrait aller vers d'autres horizons avec des innovations qui pourraient bouleverser la question de l'efficacité, mais aussi de la façon dont on prend en charge, voilà, avec une prise en charge médicale peut-être parfois un peu plus monitorée en fonction des produits. Il y a un boulevard, je pense, pour la psychiatrie aujourd'hui, avec un changement de paradigme total, mais on n'y est pas encore tout à fait. Nous, on a la chance chez Novartis d'avoir des équipes dédiées aux pathologies de troubles unipolaires, donc de dépression, de schizophrénie, et de ces pathologies qui sont un peu à la frontière, parfois de la psychiatrie, de la neurologie, les pathologies neurodégénératives, comme Alzheimer ou d'autres démences. Et donc, on travaille là-dessus. Le programme le plus avancé est aujourd'hui en phase 2. C'est celui dont je m'occupe en partie avec mes collègues. Et j'espère que bientôt, je pourrai t'appeler et te dire, Nathalie, nous passons en phase 3. C'est bien, Novartis est là. On fait une version 2 pour la révolution de la psychiatrie. Tu es passé d'une expérience en filiale, une expérience très axée pays, à maintenant un volet qui est passé par au niveau européen, puis maintenant au niveau global, avec des programmes de développement. Comment tu t'es adapté à ces enjeux internationaux ? Je crois que ce que ça apporte le plus, c'est que ça bouscule un peu les convictions. Et moi, j'adore ça. Elle bousculer dans mes convictions. Parce que, effectivement, travailler dans un pays, c'est travailler dans un cadre particulier, le système de santé français, la médecine française telle qu'elle est pratiquée. Et puis, à un moment donné, on arrive sur un rôle donc régional ou global. Et puis, on se rend compte, en fait, que les systèmes de santé dans les autres pays sont très différents, que finalement, l'impact sur notre capacité à mettre à disposition les médicaments va être différent en fonction des pays. Et moi, ça m'a appris ça. Ça m'a appris à se remettre en question. Un exemple très simple, quand j'ai eu mon premier rôle Europe, Moyen-Orient, Afrique, tu l'as dit, je suis médecin, psychiatre, j'ai pratiqué, donc j'ai une certaine vision finalement de comment on prend en charge un patient pour telle ou telle pathologie psychiatrique. Sans m'être jusque-là beaucoup intéressé aux pratiques de même nos pays voisins. Et puis, donc j'arrive dans ce rôle-là pensant vraiment connaître ce qu'est la prise en charge d'un patient souffrant d'une pathologie mentale. Et je me rends compte, effectivement, typiquement, que par exemple, l'algorithme, pour utiliser des mots savants, ou simplement la séquence de traitement d'un patient déprimé, n'est en fait pas la même quand je suis en France que quand je suis en Allemagne ou, pas pire, mais encore plus différent, aux États-Unis, pour d'autres raisons, ou au Japon. Et ça a un peu bousculé mes croyances, parce que, effectivement, en plus, quand on est médecin, on a quand même des études longues, donc il y a quelque chose autour de la connaissance qu'on doit avoir forte, on est souvent seul face aux patients, donc il faut qu'on sache. Là, on ne sait plus. D'un coup, c'est ah oui, ok, donc ce que moi j'ai vu, ce que moi je sais, ce que j'ai même expérimenté dans mon pays, en fait, peut être un peu différent, parce que, oui, la médecine est un art. Nicolas, nous sommes dans une ville, effectivement, tu en parlais, qui a vu naître 2 géants de l'industrie pharma, Roche, Novartis, il y a plus d'1 siècle. La question, quels sont selon toi les défis auxquels l'industrie pharma et le domaine médical peuvent être confrontés ? On a parlé là déjà d'un horizon de 5-10 ans. Pour toi, qu'est-ce que tu vois comme grand défi ? Et est-ce qu'il y a des manières d'apprendre à s'y préparer ? Je trouve que ici, c'est vraiment un environnement qui amène un peu à se recueillir sur le plan scientifique et à se dire et à se projeter, parce que c'est vrai qu'on a envie de porter encore un siècle cette industrie, cette économie. C'est une très bonne question. Je me dis beaucoup de choses, en fait. Mais pour être simple, je pense que on passe évidemment dans l'innovation thérapeutique d'un modèle qui était très populationnel, voilà. Et c'est très bien de pouvoir développer des médicaments et de montrer le bénéfice en santé publique et les effets sur les populations, à un modèle qui va être de plus en plus individualisé. C'est vrai pour les innovations thérapeutiques. On va de plus en plus... Alors, l'onco a été très leader sur ce domaine par rapport à d'autres aires thérapeutiques,
Et on va de plus en plus à quel est le bon médicament pour le bon patient au bon moment. Et ça, c'est pas très simple. Alors, je dis ça aujourd'hui de mon point de vue parce que en psychiatrie, pour le coup, c'est vraiment très compliqué. Mais je crois quand même que c'est la tendance. Tout ça est très empirique, c'est très intuitif. Et donc, on a besoin, je pense, de modèles qui vont nous amener vers de la médecine de précision, comme on dit. Et donc, ça arrive très clairement. Et un deuxième enjeu, c'est que je ne sais pas si l'industrie pharmaceutique va pouvoir justement se passer de développer des molécules ou des produits sans développer les outils qui accompagnent la prescription de ces molécules ou de ces solutions thérapeutiques. Le biomarqueur compagnon, l'application digitale qui va permettre de booster un effet pour X ou Y raison. Je ne sais pas si on va pouvoir, nous, se passer de développer de façon conjointe, en fait, nos outils. Et pour le coup, autant on est, et tu l'as dit, historiquement extrêmement expérimenté sur le développement de l'innovation thérapeutique des molécules, autant sur les parties plus satellites, mais qui demain seront une offre complète, je pense qu'on a beaucoup à apprendre et qu'il va falloir pouvoir s'inspirer probablement d'autres domaines, qu'il va falloir s'inspirer d'autres industries pour faire les bons choix et intégrer ça dans la façon dont on a l'obligation de démontrer la valeur. Dans cette dernière partie d'échange, je reviens sur quelque chose que tu as dit encore une fois dans un précédent entretien. Décidément. Où tu insistais sur le fait de créer un parcours professionnel qui soit singulier pour toi-même. Donc c'est quelque chose que on a bien compris dès le début que tu étais attaché. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, nous expliquer en fait c'est quoi qu'est-ce qui fait ta singularité et peut-être d'où elle vient, en fait comment elle est née et comment elle se cultive peut-être? Écoute, je sais pas si je suis singulier ou si mon parcours est singulier dans le sens atypique et différent des autres. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il me ressemble bien. Voilà. Et c'est plutôt ça que j'avais envie de dire à l'époque, je pense, quand je disais ça. C'était, j'ai beaucoup de jeunes étudiants qui se posent des questions, qui me contactent sur LinkedIn, et qui me disent est-ce qu'on pourrait se parler. Alors bon, souvent je réponds. Alors j'espère que ça va pas générer trop de flux sur mon profil LinkedIn, ce que je viens de dire, Nathalie. Mais cependant, ils se posent toujours une question qui est absolument légitime, qui est mais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Qu'est-ce qui serait bien que je... C'est quoi le premier poste qui serait le mieux pour moi, vous pensez? Parce que j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et je comprends ces questions-là. Moi-même, je me les suis posées. Mais je leur réponds souvent. Une fois que vous aurez répondu à cette question, posez-vous la vraie bonne question qui est vraiment celle... Où est-ce que vous allez prendre du plaisir? Voilà. Où est-ce que vous allez donner le meilleur de vous-même? Essayez de comprendre ce qu'on attend techniquement et humainement dans ce métier-là. Et choisissez ce qui vous correspond. Voilà. Parfois, choisissez ce qui ne vous correspond pas parce que ça va vous mettre en dehors de votre zone de confort et que c'est bien d'être en dehors de sa zone de confort de temps en temps. Sinon, on ronronne. Et donc, c'est ça la singularité. C'est être capable de se dire je peux faire un pas de côté même si ça ne rentre pas dans les schémas préétablis de comment ma carrière devrait évoluer parce que ça me ressemble bien, parce que je vais contribuer, parce qu'en retour... je vais être rétribué, je vais prendre du plaisir au travail, voilà, plein de choses comme ça, qui sont importantes pour moi. Et sortir de ces schémas un peu préétablis. Tu sais, c'est la même chose avec le management. Enfin, je veux dire, si on regarde un peu, y a des espèces d'évolutions naturelles qui sont vues par beaucoup, et même par des jeunes générations encore, en disant être manager, c'est être promu. Non, en fait. Être manager, c'est une compétence. Et ne pas être manager, ça n'est pas un échec. C'est avoir une compétence ou ne pas l'avoir. Et c'est pas très grave, on n'a pas tous toutes les compétences, heureusement. Il y a une question de volonté, il y a une question de se faire plaisir. Moi, je pense qu'on ne fait jamais mieux en vie que quand on est épanoui. Et donc, plutôt que d'aller passer 2 ou 3 ans dans des postes dans lesquels on sait qu'on aura du mal à s'épanouir et du coup à contribuer correctement, il vaut mieux choisir sa propre voie et puis avancer tranquillement. C'est le psychiatre qui déconstruit la notion d'échec et de succès. Oui. On peut voir ça comme ça. Se faire plaisir. Ouais. Nicolas, est-ce que tu as une citation du coup qui guide un peu tous tes choix, ton parcours, peut-être quelque chose que tu te rappelles dans les moments difficiles, quelque chose qui te guide? Aujourd'hui,
parce qu'il fait beau dehors et qu'on est à Bâle. Non, une citation que j'aime bien, c'est la suivante. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et donc, cette citation de Socrate, elle me parle parce que j'ai un amour profond du doute. Voilà. J'ai un amour du doute. Alors, entendons-nous, hein, ça ne veut pas dire que à chaque seconde de mon existence, je remets tout en cause. Mais je crois qu'une part de doute est extrêmement salutaire parce qu'elle nous protège de l'illusion. Et vu les responsabilités qu'on a dans l'industrie, c'est quand même pas mal. Elle nous protège du conformisme aussi, c'est-à-dire de répéter toujours la même chose. Et puis, je crois qu'elle nous prépare à être de bons leaders. Voilà. Pourquoi elle nous prépare à être de bons leaders ? En tout cas, moi, c'est ma vision, c'est que la valeur ajoutée du leader, c'est celui qui, dans toutes les situations, souvent de blocage, va être celui qui va pouvoir un peu allumer la lumière. Et donc, comment il fait ? Le bon leader, il trouve la troisième voie. C'est pas celui qui tranche, le leader. C'est pas celui qui dit, alors A ou B, ok, j'écoute les deux parties. A, non. C'est celui qui va dire C. Voilà. Et je pense que C, on ne peut trouver cette troisième voie C que si on a un peu douté du fait qu'il n'y avait pas que A, il n'y avait pas que B, qu'on a remis en question ses propres convictions. Et voilà, donc j'aime à me rappeler ça, d'autant plus que pour ceux qui m'écoutent et me connaissent, je suis quand même un homme de conviction. C'est-à-dire que quand j'ai des opinions, je les exprime, souvent avec assertivité. Et j'aime à penser que quand j'exprime mes convictions avec assertivité, en fait, elles sont passées par le filtre du doute avant et que donc, en tout cas, je suis à l'aise avec moi-même. Waouh, ça c'était la première citation. Quelle leçon, Nicolas. Franchement, j'ai pris des notes, hein, donc c'est de l'or en barre. Donc, il y en a plein d'autres, mais on se connaît un peu, Nathalie. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Il y a une chose qui est importante, y compris dans notre industrie, hein, mais je pense de façon très personnelle, c'est d'être responsable de ce que l'on est. Voilà, c'est-à-dire, on vit dans un environnement industriel qui est extrêmement régulé, qui est très protocolisé, qui est très normé, beaucoup de choses. Mais rien ne s'impose complètement à nous dans la façon dont on veut être. Voilà. Je pense que c'est aussi l'évolution culturelle de nos industries qu'on doit pouvoir faire. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je vois mon développement, la façon dont j'interagis avec mes équipes. Assumons qui nous sommes, soyons responsables de ce que l'on est. Ça, c'est plutôt Sartre. On a sauté quelques siècles hein. Par rapport à Socrate. On a sauté quelques siècles. Mais on est dans des temps, de toute façon, aujourd'hui, où tu disais déconstruire l'échec et le succès. Oui, on prône beaucoup, finalement, le droit à l'erreur. Encore faut-il assumer ce que l'on a fait. Alors, ça, c'est aussi une voie qui peut guider... moi, qui m'a beaucoup guidé. Ok, je fais une erreur, j'assume. Et puis, c'est pas très grave de faire des erreurs, il faut juste pas les répéter, quoi. Donc voilà, et puis pour les autres citations, on se rappellera. Tu les mettras sur ton profil. Pour terminer, tu sembles avoir une grande foi à l'humain, en sa capacité à se développer, ce qui est vraiment très beau à entendre. Hein. Est-ce que tu as eu un mentor, un guide dans ta vie professionnelle qui t'a inspiré cette confiance en l'humain, ou est-ce que c'est Socrate, Sartre qui t'oriente ? Comment tu construis ta vie professionnelle ? Et de Sartre, effectivement. Je crois que c'est pas eux. En tout cas, ce goût pour aller lire quelques auteurs, il m'est venu de ma prof de philo de terminale, et qui, on peut le dire, hein, à cette époque-là, donc 17 ans, me met une bonne claque dans la tête, parce que j'arrive avec mes certitudes de gamin, qui n'a pas trop mal réussi jusque-là, et donc je rencontre Madame Sabois, qui m'apprend que la philosophie va m'apprendre à douter. Je ne sais pas si j'avais beaucoup douté jusque-là. Donc c'est pour ça, je pense, que j'ai choisi ces citations. Parce qu'elle a formé vraiment qui j'ai été après, non pas par amour profond ou essentiel de la philosophie, mais parce que ça m'apprend des pensées qui ne sont pas les miennes. Et donc elle m'a beaucoup guidé dans mes choix de vie, alors pas forcément personnels, encore que,
Mais dans mes choix professionnels et dans ma façon d'être au monde et aux gens, puisque c'est comme ça que tu m'as posé la question, oui, il y a probablement de ça, il y a de l'inspiration, il y a un peu d'éducation. Et professionnellement, j'ai rencontré des gens qui, je ne sais pas s'ils m'ont inspiré dans le sens... j'ai jamais voulu être comme quelqu'un, mais j'ai toujours essayé de prendre le meilleur des gens que j'ai rencontrés. Ça n'a pas toujours été le cas, mais la première qui m'a fait confiance pour rentrer dans l'industrie et que tu as connue, j'ai appris effectivement de son audace, de son courage, qui sont des qualités qui ne sont pas forcément... qui sont rares. Absolument. Y compris dans notre secteur, y compris chez les collaborateurs qui occupent des positions de leadership ou managers. Et je pense que j'ai construit un petit peu ma propre... Et elle n'est pas finie, heureusement. Je pense qu'elle ne sera jamais finie, mais comme ça, en disant je prends le meilleur un peu des gens et quand ça résonne en moi, je renforce cette idée-là. Et j'ai aussi rencontré des gens qui, même s'ils étaient parfois durs, m'ont donné confiance en moi. Voilà, m'ont dit que je pouvais me faire confiance, que ce que je faisais c'était bien, que parfois ouais, je me trompais, mais c'était pas grave parce que j'arrivais à m'ajuster. Et voilà, des gens qui m'ont donné confiance en moi. J'essaie de faire ça aussi avec mes équipes. Je le fais probablement de façon très imparfaite, mais l'intention étant là, je crois que jusque-là, ça en est plutôt bien tiré. Ouais. Le dialogue est permis, quoi. La communication est permise. On a le droit de se parler. Peut-être, est-ce que tu peux nous partager un dernier conseil pour ceux qui réfléchissent à leur carrière, qui est à venir ou qui est en cours ? Tu en as déjà parlé un peu, qu'on t'écrivait parfois et que ce que tu essayais de dire, c'est en fait, c'est de vous faire plaisir. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose en fait que tu aimerais dire ? T'as bien raison. Moi, je suis drivé par le plaisir. C'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'est comme ça. Il faut savoir quel est son moteur. Voilà, c'est quoi le type d'essence qu'il faut mettre dans son moteur propre. Hein, voilà. Donc, mon premier conseil, ce serait essayer de bien se connaître. Je dis bien essayer parce que ce n'est pas simple. Et mon deuxième conseil, ce serait peut-être quelque chose que j'ai appris un peu au fil du temps, toujours un peu avec cette peur de déranger, en me disant si je légitime, mais d'aller chercher de l'opinion, de l'expérience, de l'avis, construire un réseau. Ça ne veut pas dire forcément un réseau fort avec des gens qu'on connaît forcément très bien, mais ne pas hésiter à aller être curieux finalement et aller chercher un peu de l'input. Vous pensez quoi ? Il n'y aura pas de bonne réponse et de mauvaise réponse, mais en tout cas, il va y avoir plein d'opinions multiples qui vont permettre à chacun de se dire « Ok, moi, je vais aller choisir là-dedans, parce que ça me parle. Et si vous avez la solution qui vous parle, ce sera la bonne solution en fait. » Et donc, toujours avoir cette curiosité d'aller chercher un peu le feedback sur soi-même, même s'il est parfois difficile un peu à entendre. Merci beaucoup Nicolas pour cet échange. Merci pour ton temps et pour avoir partagé ta passion avec nous aujourd'hui. Moi, j'ai pris une leçon d'humilité et d'être capable d'apprendre à penser hors cadre. Et ça fait beaucoup de bien. J'espère que vous allez aussi apprécier cet épisode. Une dernière chose, si on veut te retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça se passe où ? Ça se passe sur LinkedIn, Okay. Nicolas Bruno. Bon, raisonnablement, on me trouve assez facilement. Merci à toi, Nicolas. À bientôt. Merci à toi, Nathalie. C'est une vraie joie de te retrouver et puis une très bonne idée. Bon, merci, Nicolas. Au revoir. C'est la fin de cet épisode, mais avant de vous dire à la semaine prochaine, j'ai quelques détails à vous partager. Si vous voulez continuer la discussion avec les invités, vous pouvez aller directement sur LinkedIn. Je vous mets le lien du post dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez me contacter pour des questions ou pour proposer de nouveaux invités, le plus simple, c'est de m'écrire directement dans la messagerie de LinkedIn. Ah, et une dernière chose, pour m'aider à supporter ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le plus efficace pour moi. À bientôt!